On revient sur un troisième aspect du rapport de la vérificatrice générale publié mardi. Karen Hogan a constaté que 3 agences fédérales clés, dont la GRC et le CRTC, n'avaient ni la capacité ni les outils requis pour appliquer efficacement les lois pour protéger les Canadiens contre les cyberattaques. Nous avons constaté que de nombreux incidents avaient été signalés à la mauvaise organisation. D'autre part, les organisations qui avaient reçu de signalements n'avaient pas fait un retour auprès des personnes concernées et n'avaient pas réacheminé le signalement à l'organisation compétente. J'en discute avec Steve Waterhouse, ex-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique au Québec. Bonsoir, M. Waterhouse. Merci d'être là. Bonsoir, madame. Merci. Alors, la vérificatrice générale est claire, hein? Des agences fédérales comme la GRC et le CRTC sont mal outillées pour contrer la cybercriminalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On l'observe depuis plusieurs années qu'il y a des manquements justement de la part des autorités fédérales à pouvoir compléter l'information qu'on peut recevoir à titre de citoyen, mais surtout de pouvoir en faire la trace des cybercriminels à l'œuvre. Puis on n'est pas dupe, on le voit d'un côté de la criminalité qui se propage. On reçoit de plus en plus de courriers intempestifs, des fameux spams. Et après coup, on entend toujours parler que quelqu'un dans notre entourage s'est fait avoir, si ce n'est que les institutions reçoivent beaucoup de rançongiciels et en sont victimes, soit qu'ils paient les rançons, soit qu'ils ne les paient pas. Tout ça, au bout du jour, c'est qu'il y a un manque de personnel pour assurer le suivi. Et comme on sait, les services policiers, peu importe, à tous les niveaux, ils n'ont pas assez de ressources matérielles, financières et techniques pour être capables d'aller épingler tous ces groupes de cybercriminels à l'échelle internationale. Et quel risque est-ce que tout ça pose pour les Canadiens et aussi les institutions au pays? On le voit par l'économie qui en souffre parce que on est quand même pris dans un petit problème économique à travers le pays. Et si une institution se fait demander des rançons et parce que l'institution n'est pas prête de faire face à une telle crise par rançongiciel, à ce moment-là, nécessairement, il y a un paiement de rançon qui encourage le cybercrime à se poursuivre, mais aussi l'institution qui va devoir absorber la perte et le repasser vers les consommateurs, la clientèle. Donc, tous et chacun en subissent des conséquences de cette nature-là. Et quand ça vient dans un contexte individuel, à ce moment-là, les gens ils sont pris de court et ce sont des données personnelles qui sont fuites. Puis à ce moment-là, ça augmente la possibilité de fraude par l'identité, mais aussi des fraudes financières qui lui sont servies de temps à autre. Alors, on retrouve les mêmes acteurs de la menace qui fréquemment s'adonnent à aller mener des cyberopérations de cette nature-là, sans égard contexte géopolitique international, puisque c'est une industrie qui est quand même très florissante, voire très rentable côté criminel. Je vais vous parler justement des fraudes financières. Là. Le ministre Dominique Leblanc a reconnu la gravité de la menace. Il dit que le projet de loi C-26 sur la cybersécurité est quand même en train de faire son chemin là en Parlement. Mais rien qu'en 2022, là, selon le rapport de la vérificatrice générale, les Canadiens ont rapporté des pertes financières de 531 millions de dollars. 3/4 de ces attaques étaient liées au cybercrime. Est-ce que le projet de loi C-26 est suffisant à votre avis? C'est un bon coup de départ parce que vous saurez que présentement, le C-26, pour ceux et celles qui sont moins familiers, s'adresse à 4 des 10 piliers de l'infrastructure essentielle à charte fédérale, qui sont les finances, la production énergétique, le transport et après ça, la télécommunication et l'information. Si on démarre avec ces 4 piliers-là, ça va être un très bel avancement pour rapport à avoir premièrement une imputabilité et après coup, que l'instance fédérale sache qu'est-ce qui se passe parce que le montant que vous avez apporté de 500 quelques millions en termes de pertes, je le considère sous-évalué parce que généralement, ce ne sont pas tous les organisations qui vont rapporter de tels crimes et de sorte qu'on a un chiffre qu'il a été publiquement possible de connaître alors qu'il est sous-évalué. Si on regarde à l'échelle mondiale, je veux dire, beaucoup de pays en ont des pertes équitables, voire supérieures à ce qui a été rapporté ici, mais le C-26 apportera cette possibilité d'avoir à rapporter. Maintenant, il y a aussi un élément qui est un peu plus négatif d'avoir C-26 en place, qui serait à ce moment-là d'être un peu plus présent, que le gouvernement soit un peu plus présent dans les entreprises. Ça en chatouille quelques-uns. Mais
à défaut que les entreprises contribuent volontairement à savoir qu'est-ce qui se passe chez eux. Puis on se rappellera que C26 est un peu derrière la grande panne qui est arrivée chez Rogers, en quelque sorte, et d'autres grandes institutions comme ça qui nous aident à vivre au quotidien, mais qu'ils ont peine à transpirer l'information, soit au Centre canadien de la cybersécurité ou d'autres autorités, afin de connaître la pleine portée de ces attaques. Et c'est ça qui est dangereux, faisant fi de qu'est-ce qui se passe, de passer l'information, autrement dit, de jouer à l'autruche, il faut rapporter ces incidents-là afin que tous et chacun puissent s'en protéger adéquatement. Oui, alors vous parlez de rapporter les incidents. Le rapport de la vérificatrice générale dit qu'un guichet unique pour que les Canadiens signalent la cybercriminalité n'existe toujours pas. Bon, là-dessus, elle dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où signaler les crimes et que la GRC, je cite, a pris peu de mesures pour protéger les Canadiens contre les menaces en ligne. Qu'est-ce qui doit être fait immédiatement selon vous? Un plan de marketing, de parler des ressources qui sont disponibles parce que le Centre canadien de la cybersécurité a été mis en place pour cette raison expresse d'être la vitrine technologique possible, accessible à la population, au grand public. Et malgré cela, qu'ils produisent pourtant de très bonnes documentations, très bien étoffées sur les meilleures pratiques à adopter afin de ne pas être victime de cyberattaques, ils ont un mauvais plan de diffusion de cette information-là. Et beaucoup de professionnels, tant que le grand public, en connaissent peu de ces informations-là et surtout, qui appeler en cas de malice qui leur frappe. Alors, les services de police locaux, voire provinciaux, souvent sont les premiers visés qui vont se faire appeler pour que l'information leur soit rapportée. Mais puisqu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils vont aller vers le crime traditionnel, ils vont délaisser souvent des attaques technologiques. Et quand si l'information à qui leur sont confiées à des instances inférieures ne le rapporte pas à l'échelon fédéral, c'est là comme on dit en anglais, le big picture est évité. Autrement dit, il n'y a pas une pleine compréhension de qui en est cyberattaqué. Alors, de cette façon-là, c'est important qu'il y ait une communication, un plan de mobilisation pour faire connaître les ressources, le numéro 1-800, que Ottawa sache que ça existe, que c'est-à-dire la population sache qu'à Ottawa, ça existe et qu'ils puissent rapporter le plus rapidement possible ces cybermenaces. Avec le temps, est-ce qu'il va y avoir une surcroissance d'appels qui sera placée vers ce numéro-là? C'est pas impossible, il faut l'anticiper. Mais l'important, c'est d'aller recueillir l'information et en faire la gestion, l'analyse et la dissémination de cette information pour encore là comprendre les pleines portées des attaques et les acteurs de menaces qui sont impliqués potentiellement. Steve Waterhouse, je vous remercie. Toujours un plaisir. Bonne journée. Au revoir.